OK, épisode numéro 2. Mon nom est Marie-Pascale et bienvenue à Fille Normale. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose d'un petit peu plus personnel, en fait, vous parler de mon histoire. C'est un épisode qui est un peu différent, mais je trouve ça important de vous parler de mon parcours pour que vous puissiez apprendre à me connaître, mais également comprendre aussi de où est née Fille Normale. Vous allez être en mesure de comprendre davantage la mission derrière le projet. Mais avant tout, aujourd'hui, oui, ok, c'est le jour de lancement, on est le 29 octobre, mais c'est également une grosse journée pour moi parce que ça fait un an que j'ai terminé la chimio. Donc, il y a un an, j'étais au CHUM en train d'avoir mon dernier traitement de chimiothérapie. Puis me voici un an plus tard à lancer ce projet ultra personnel, ultra important pour moi. Donc, c'est une journée émotive, puis je suis contente de pouvoir la partager avec vous. Donc, on se retrouve tout de suite après l'intro. À tantôt! Les propos partagés dans ce balado sont basés sur des expériences personnelles et ne remplacent en aucun cas un avis médical. Pour toute question ou inquiétude, il est important de consulter un professionnel de la santé. C'est dur de savoir par où commencer parce qu'il y a tellement d'informations, mais je me suis dit que j'allais vous lire un texte que j'ai publié sur Facebook. Et oui, Facebook. Le 1er janvier, donc au début de cette année. C'est important par contre de savoir que j'ai reçu mon diagnostic le 28 mars, donc j'ai presque attendu une année complète là, avant de faire mon genre de coming out. Sur les réseaux sociaux. J'avais besoin de mon espace, j'avais besoin de garder ça un peu plus privé. Puis en fait, c'est que sur Instagram, en toute honnêteté, je connais pas le trois quarts des gens qui me suivent sur Instagram, donc c'est super impersonnel. Alors que sur Facebook, j'ai beaucoup de familles éloignées, mais j'ai également beaucoup d'amis de mes proches, de mes parents. Donc c'était un peu plus un endroit pour moi, plus un safe spot, si je peux me permettre, de faire cette annonce-là de mon diagnostic. T'sais, tout au long de mon parcours, j'ai vraiment essayé de ne pas m'identifier au cancer. Encore à ce jour, je ne m'identifie pas au cancer. C'est vraiment une période de ma vie, mais ça ne me définit pas en tant que personne. Donc voilà, je vais vous faire la lecture du texte en question. Bon, je vais suivre sur mon ordinateur. Ça doit faire 4 fois que je recommence la vidéo d'ailleurs. Ça fait remonter beaucoup d'émotions, donc je vais essayer de vous le lire du mieux que je peux. Désolée à l'avance pour les émotions. Vous allez découvrir tout au long du podcast que je suis quand même une personne assez sensible, mais je pense que c'est dur d'être insensible à ça. On dirait que je lis le texte, puis encore à ce jour, je réalise pas que je parle de moi dans ce texte-là. OK. Donc, mon mot pour 2024, résilience. Le 28 mars dernier, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein. Si vous m'avez côtoyé ou si vous avez côtoyé mon amoureux, mes parents, mes sœurs et mon frère ou mes amis proches au cours des derniers mois, voici le secret que nous portons en nous. Une amie m'a dit au début de ce chemin, le cancer ne te définit pas et elle avait raison. Ce n'est pas ma vie, c'est un moment dans ma vie. On entend parfois dire qu'un cancer du sein, c'est facile à traverser. C'est faux. Un cancer reste un cancer, tu ne veux pas ça dans ton corps, point. De plus, il existe beaucoup de types de cancer du sein et j'ai hérité de la forme la plus agressive, le cancer triple négatif. Depuis le début, nous avons reçu que des bonnes nouvelles, mon corps est une machine de guerre, je réponds très bien aux différents traitements, d'où l'importance d'en prendre soin. En fait, je ne me suis jamais considérée comme malade, nous avons continué notre vie habituelle simplement un peu plus tranquillement. Les derniers mois ont été intenses. Il me reste encore la radiothérapie, l'immunothérapie, mais les étapes les plus difficiles et sombres de l'attente des résultats de la chimiothérapie et de l'opération sont derrière moi. Voici quelques photos et explications qui résument mon parcours des derniers mois. Un parcours qui n'est toujours pas terminé et qui d'ailleurs me suivra tout au long de ma vie. Par contre, des photos qui rayonnent de bonheur malgré tout. Lorsque nous perdons le contrôle de notre santé, nous perdons aussi une partie de la naïveté avec laquelle nous voyons la vie, mais en retour, nous découvrons une nouvelle façon de la regarder et de l'apprécier. Merci à l'homme de ma vie.
Merci à ma famille, merci à mes amis, mon Girls Gang incroyable. Et merci à mon employeur pour votre flexibilité, votre soutien et votre confiance. Désolée. En 2025, je souhaite à chacun d'entre vous la santé et de conserver votre naïveté face à la vie, cette douceur qui rend le tout plus beau. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Quand j'ai partagé ce texte-là sur Facebook, j'ai ajouté environ une dizaine de photos. Ça va me faire plaisir de les mettre en carrousel sur Instagram, là, sur la page de Filles Normales, pour que vous puissiez avoir un peu une visibilité sur les premières étapes de mon parcours. C'est fou parce que, tu sais, quand j'ai écrit ce texte-là, on s'entend, j'avais pas eu encore la radiothérapie, j'avais pas terminé mon immunothérapie. En date d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun traitement actif. En fait, tous mes traitements actifs ont terminé le 23 juin. Donc, ça fait quelques mois là, que j'ai officiellement terminé mes traitements. Mais ce qui est difficile des fois, c'est que les gens, ils pensent que quand tu as la chimiothérapie, mais après, là, tu sonnes la cloche, puis c'est comme c'est fini. Il n'y a plus rien, c'est terminé, puis c'est back to business, on reprend la vie normale, mais c'est pas tout à fait la réalité. Je pense que si vous traversez ce chapitre-là de votre vie, ben vous le savez, là, tout dépendant de votre type de cancer, on a des protocoles différents, mais en règle générale, c'est un genre de chimiothérapie, opération, radiothérapie et immunothérapie pour ceux que ça l'applique. Donc, ça finit pas, c'est pour ça qu'on appelle ça un marathon, c'est que chaque étape est une discipline, en fait. Donc, mon marathon est pas mal fini. Mais là, qui suis-je? Donc, en fait, quand j'ai reçu mon diagnostic, j'avais 30 ans. Super de belle façon de commencer ma trentaine. Je me considère également comme une fille super active. Tu sais, avant d'avoir mon diagnostic, j'étais ambassadrice d'une communauté 6am Club. Donc, j'avais ma communauté pour aller courir. Je faisais du vélo, de la rando. Je suis pas une personne qui est fumeuse. Bon, de l'alcool, oui, ici et là. Sinon, en termes d'alimentation, j'ai toujours eu une conscience concernant mon alimentation. Est-ce que j'étais parfaite? Non. Mais, tu sais, oui, je mangeais de la crème glacée, j'en mange encore, là, d'ailleurs. Mais, tu sais, j'ai toujours fait attention. Puis j'ai toujours eu une alimentation qui était saine et équilibrée. Tu sais, c'est là que tu réalises à quel point que le cancer, c'est comme une loterie un peu. T'as beau, ok, il y en a qui ont un gène, il y en a qui ont des antécédents dans la famille, mais il y a des gens comme moi qui ne sont pas porteuses du gène, qui a aucun antécédent de cancer du sein dans ma famille, qui se lèvent un matin avec un diagnostic. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut pas contrôler. C'est frustrant parce que tu vois des gens qui se soucient absolument pas de leur alimentation, qui font pas de sport, qui auront jamais de diagnostic. Puis après, tu as des gens de l'autre côté, beaucoup plus stricts que moi, qui sont, je sais pas moi, vegan, qui boivent pas d'alcool, qui ont jamais fumé de leur vie, puis qui ont un diagnostic de cancer. Donc là, ça, faut apprendre à l'accepter puis le digérer quand ça tombe sur nous. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous comprenez un peu cette superbe loterie du cancer. Avec Filles Normales, d'un épisode à l'autre, on va aller aborder un peu plus en profondeur différents sujets qui nous touchent quand on reçoit un diagnostic. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon parcours à moi, mais de façon assez factuelle parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on va aller parler davantage en profondeur dans les prochains épisodes quand ça sera ce sujet spécifique-là. Mais aujourd'hui, allons-y de façon un petit peu plus rapide, juste pour que vous ayez un portrait global sur mon cancer à moi. Donc, au niveau de la découverte, de mon côté, j'ai commencé à sentir une douleur à mon sein droit. Bon, là, nous, faut pas trop s'inquiéter, parce qu'avec un cycle menstruel, ben, nos seins changent, notre corps change, donc on ressent différentes tensions parfois. Donc, je me suis dit, je vais attendre un mois. Tu sais, juste voir si ça passe. Un mois plus tard, donc février, j'avais encore cette tension-là. Je sais pas pourquoi, mais depuis toujours, j'ai toujours eu peur d'aller palper mes seins. J'ai toujours eu peur je sais pas, de faire l'autopalpation puis de trouver quelque chose. Encore à ce jour, en tout cas, je pense que dans la douche, je passe vite, là, je veux juste pas rien sentir. Mais là, j'ai pris mon petit change, puis dans la douche, en fait, essayer de palper
où est-ce que j'avais cette tension-là, puis je suis tout de suite tombée sur une masse dans mon sein droit. Donc là, c'est sûr qu'après, tout s'est enchaîné. Échographie, mammo, biopsie. Ce qui est le plus difficile avant de recevoir un diagnostic, c'est l'attente. C'est inexplicable le sentiment de cette attente-là. Tu fais des millions de tests que tu savais même pas qu'ils existaient, mais ce qui est dur, c'est que tu dois garder un poker face. Tu sais, tu continues d'aller au bureau, tu continues d'avoir des événements avec la famille, les amis, la vie continue, mais il y a aussi cette tempête-là de tests qui se passent en même temps, mais il y a des gens qui choisissent d'en parler. Moi, de mon côté, j'en ai pas parlé. J'ai vécu ça un peu en secret, ces tests-là, parce que je me posais tellement déjà de questions, j'avais tellement de questionnements que je me voyais pas en recevoir davantage de mes proches. Donc, j'ai décidé d'attendre au diagnostic avant d'en parler à ma famille immédiate. Donc là, par la suite, est arrivé le diagnostic de cancer du sein triple négatif. Un autre fait, c'est que moi, à ce moment-là, j'ai découvert que le cancer du sein n'est pas seulement que le cancer du sein. Il y a des types de cancer du sein. De mon côté, mais c'est sûr que c'était le triple négatif, donc c'est la forme la plus agressive du cancer du sein. Donc là, c'est les IRM, les TEP scans, donc vraiment, tu sais, le portrait global de ton corps. Mais en même temps, on se fait offrir de faire un processus in vitro. Donc, je tiens à lever mon chapeau à toutes les femmes qui ont passé à travers le processus in vitro pour fonder leur famille. C'est un processus qui est extrêmement difficile sur le corps. C'est beaucoup d'injections, où la ponction d'ovule est quelque chose en soi. Donc, je lève mon chapeau à vous, à celles qui ont traversé ce processus-là plusieurs fois. On se le fait offrir, nous, parce que la chimiothérapie a des risques sur la fertilité, donc automatiquement, il suggère de congeler des ovules pour les projets futurs. Donc, c'est un processus qu'on a fait. Les traitements de chimiothérapie ont débuté. C'est sûr que, comme je disais un peu plus tôt, tout dépendant de votre type de cancer, le protocole n'est pas le même. De mon côté, on parlait de 16 traitements de chimiothérapie. En règle générale, ce que je vois sur les forums, c'est que les femmes ont entre 4 à 6 traitements de chimiothérapie. Dû à mon triple négatif, on parle de 16 traitements de chimio, et ça, genre à toutes les semaines. Donc, ça a été vraiment un genre de 6 à 8 mois de traitement actif de chimiothérapie. Donc là, pour ceux qui se posent la question de comment ça j'ai des cheveux, hein, parce que normalement, chimiothérapie ne rime pas avec chevelure. J'ai fait l'utilisation pendant les traitements de chimiothérapie d'un casque réfrigérant. Donc ça, c'est sûr que ça va être un balado complet, on pourra en parler plus en profondeur. Le casque a fait en sorte que j'ai réussi à conserver 40% de mes cheveux. Normalement, j'aurais dû avoir perdu tous mes cheveux dès le 3e traitement. Puis après 16 traitements, j'avais encore un genre de 40% de cheveux. Les gens qui me croisaient dans la rue ou à l'épicerie ne pouvaient pas savoir que j'étais en traitement de chimiothérapie ou que j'avais le cancer tout simplement. C'était super weird parce que j'avais juste pas de sourcils, pas de cils, mais j'avais des cheveux sur la tête. En tout cas, puis aussi, ben, c'est sûr que ça vient quand même avec une responsabilité ou un stress supplémentaire. Déjà que c'est stressant la chimio puis tout ce processus-là, de rajouter le casque. C'est un choix qu'on doit faire, qu'on pourra parler davantage, mais ça rajoute un peu ce facteur-là de stress, de est-ce que ça va fonctionner ou non. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais je suis extrêmement heureuse de l'avoir fait parce que quand j'ai terminé la chimio, mais je partais pas à zéro. Tu sais, la chimiothérapie, là, je m'excuse, là, mais c'est épouvantable. C'est vraiment une relation de amour-haine parce que amour parce que tu sais que c'est en train de t'aider à te sauver ou à te guérir, mais haine parce que c'est tellement dégueulasse, ça te fait vraiment sentir toxique de l'intérieur, c'est inexplicable comment tu te sens pendant que tu as la chimiothérapie, tout ton corps change au complet, il y a tellement de médicaments autour de ça. Moi, je suis une fille qui prend même pas de Tylenol quand j'ai mal à la tête, là. J'en ai même pas à la maison des Tylenol. Donc là, j'étais comme dans l'obligation de prendre des millions de médicaments, en plus la chimiothérapie, donc il y avait vraiment un gros clash d'acceptation de mon côté. Selon moi, la pire étape d'un processus
de cancer. Donc, le 29 octobre l'année dernière, j'ai terminé ces fameux traitements de chimiothérapie-là et le port du casque réfrigérant également. Donc, je pouvais enfin passer aux prochaines étapes de mon protocole. Ce qui est important de mentionner dans mon processus, c'est que quand j'ai fait mes tests, mon IRM, mes TEP scans, mon cancer à moi était localisé. Donc, j'avais pas de métastase ailleurs, j'avais rien qui flashait sur les scans. C'était vraiment ma masse à mon sein. Donc ça, sur cet aspect-là, je suis vraiment chanceuse. Donc, mon cancer a été trouvé assez tôt. Tout au long de la chimio, écoute, le 6e traitement de chimio, mon oncologue avait déjà de la difficulté à sentir ma masse. Donc, de mon côté, mon corps a très, très bien réagi à la chimiothérapie. Puis, à la fin de mes traitements de chimio, quand on a fait les tests finaux, les scans finaux, on voyait plus de traces de ma masse au niveau de mon sein. Donc, de mon côté, la chimiothérapie a été vraiment efficace. Ben, même si j'avais plus de masse à mon sein, on n'a pas le choix d'aller faire une opération quand même parce qu'ils doivent aller enlever des ganglions sentinelles et lorsqu'on fait une biopsie, ils laissent un marqueur dans les masses. Donc, ils devaient aller enlever ce marqueur-là et quelques tissus autour afin vraiment de faire des tests, de voir s'il y avait encore du cancer actif. J'ai eu la chance d'avoir seulement une mastectomie partielle. Donc, j'ai pas eu de mastectomie. Ça a vraiment été 2 petites cicatrices pour aller chercher des tissus. Oui, mon sein a changé un petit peu, mais j'ai la chance d'avoir encore à ce jour mes 2 seins naturels. Donc, je me considère vraiment, vraiment chanceuse de mes résultats, mais je sais que c'est pas la réalité pour tout le monde. Donc, après l'opération, vient quand même une autre phase d'attente parce que tu es en attente des résultats de ta pathologie. Donc, l'analyse de tes tissus prélevés pendant l'opération. Ce que tu veux avoir, c'est PCR qu'on appelle, donc c'est une réponse complète pathologique et c'est ce que j'ai obtenu de mon côté. Pour le triple négatif, d'être PCR, c'est quand même game changer parce que ça diminue de beaucoup le taux de récidive. Puis c'est ça le problème avec le triple négatif, c'est que c'est la récidive, les taux de récidive est extrêmement élevés, mais le fait que de mon côté, j'ai eu que des bons résultats fait en sorte que mon risque de récidive est quand même plus bas que si j'avais pas eu tous ces bons résultats-là. Donc, suite à l'opération, suite aux résultats de ma pathologie, j'ai eu un protocole de 15 traitements de radiothérapie. Donc ça, c'est vraiment comme un peu le sprint final. Donc, à tous les jours, je me rendais à l'hôpital pour recevoir un traitement de radiothérapie. Donc, ça s'est étalé sur 3 semaines. Et le 13 février, j'ai officiellement terminé la radiothérapie. Donc, officiellement terminé les 3 grosses étapes de mon marathon de traitement. À travers tout ça, j'ai continué d'avoir des traitements d'immunothérapie. C'est vraiment un traitement ciblé. Donc ça, c'était plus simple, ça faisait pas perdre les cheveux. C'était quand même dans les salles de chimiothérapie. Mais ça se donnait aux 6 semaines. Puis j'ai reçu ce dernier traitement d'immunothérapie-là le 23 juin. Donc là, ça donne beaucoup d'informations, mais j'espère que vous comprenez à quel point que comme de recevoir, puis ça je disais dans mon texte sur Facebook, c'est compliqué, c'est beaucoup un diagnostic de cancer, c'est pas facile. Donc, peu importe le type de cancer, moi, des gens qui disent « Ah, c'est facile, c'est un cancer qui est facile », non. Il n'y a rien de facile, de recevoir un diagnostic de cancer, puis de 2, t'as tellement de rendez-vous, t'as tellement de questionnements, ça l'arrête pas. Donc, ça, c'est quand même assez challengeant. Puis, une chose que j'ai décidé aussi pendant tous ces traitements-là, c'est que j'ai continué de travailler. J'avais besoin de garder un contrôle sur un aspect dans ma vie, parce que tout le reste, c'est quand on reçoit un diagnostic, ben, tu donnes ta vie à l'hôpital, là, dans le sens... t'as plus d'horaire, tu peux plus rien organiser parce qu'il y a toujours t'as un traitement qui est annulé, qui est déplacé d'une semaine parce que tes neutrophiles sont trop basses. Finalement, il faut qu'on fasse un nouveau scan. Fait que l'hôpital t'appelle, c'est comme, OK, on t'attend demain à 9h. Donc, t'as plus aucun contrôle sur ta vie, sur ton horaire, sur ton corps. La maladie est en dedans de toi, tu peux rien faire. Donc, de mon côté, de continuer de travailler, ça me permettait de un, me changer les idées, puis de deux, me concentrer vraiment sur d'autres choses, puis de garder un peu un contrôle sur ma vie.
est-ce que des fois, je me remets en question de si j'aurais dû arrêter? Oui. Est-ce que je me sens plus fatiguée aujourd'hui? Oui. Mais si j'avais à recommencer, je pense que je prendrais quand même cette décision-là, mais tu sais, c'est ma personnalité, puis je suis faite comme ça, puis ça me fait du bien de pouvoir mettre mon énergie ailleurs. Donc, c'est un peu un résumé de mon parcours, du protocole que j'ai suivi. Mais là, aujourd'hui, je me retrouve dans l'étape du après. Le fameux après qu'il y a pas beaucoup de monde qui parle, qui, selon moi, est l'une des étapes les plus challengeantes aussi, parce qu'on passe de plusieurs mois de rendez-vous, d'un calendrier complètement rempli de traitements, d'être suivi par notre équipe traitante, au un calendrier qui est vide de rendez-vous, puis que tout le monde a les attentes de comme, OK, bon, ben, c'est fini le cancer, puis la vie reprend, mais en fait, c'est vraiment pas ça la réalité. Je pense que mon plus grand souhait serait de retrouver ma vie d'avant, de... J'aimerais donc ça ne pas avoir vécu ce que j'ai vécu dans la dernière année, puis de juste retrouver ma normalité d'avant, mais ça n'arrivera pas. Faut apprendre à naviguer avec cette vie-là post-cancer, puis c'est pas vrai que du jour au lendemain, on y pense plus, puis que let's go, tout reprend, là. Non, là, on reste quand même avec des craintes, on reste quand même avec une anxiété de récidive, ça fait partie de moi, puis ça va faire partie de moi pour toujours. Puis ça, les gens à l'externe ne peuvent pas le comprendre, mais si tu traverses ce chapitre-là ou si t'es comme moi dans le après, je sais qu'on se comprend. Puis là, vous me voyez venir. C'est un peu ça le but avec Filles Normales, c'est de se créer cette communauté-là de partage. Cette communauté-là où est-ce qu'on peut être vulnérable, authentique entre nous, puis s'accompagner dans le après ou même dans le pendant pour certaines d'entre vous. Donc, ça fait un peu un résumé de mon histoire. De toute façon, dans les prochains épisodes, on va continuer de parler des différents sujets. On a abordé brièvement plusieurs étapes, mais on va avoir la chance dans les prochains balados d'aller plus en profondeur du sujet en soi et non propre à moi-même. Donc, j'espère que ça vous donne un petit peu plus un portrait sur mon parcours. Puis, j'ai bien hâte de vous retrouver dans les prochains épisodes de Filles Normales. Donc, en espérant que certaines d'entre vous ont reconnu certaines similitudes avec leur parcours. Si jamais pendant l'écoute, vous avez pensé à un sujet ou quelque chose qui pourrait être bon d'aborder dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, sur Filles Normales pour me faire part du sujet en question. Si jamais vous voulez être invité sur le balado également, me rejoindre ici dans mon salon. Il y a un formulaire dans la bio en haut pour soumettre votre profil pour être invité sur le balado. Merci énormément d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Je suis extrêmement heureuse, puis j'ai vraiment hâte de voir les prochaines étapes de cette belle communauté qu'on lance aujourd'hui ensemble. Merci beaucoup et à bientôt!